J'ai surpris ma famille en train de vendre la maison de mes rêves à des étrangers. Ils m'ont laissé pour ruiner. Mais j'ai découvert leurs secrets et j'ai utilisé leur propre cupidité pour monter un piège qui a détruit leur réputation et les a forcés à m'être suppliés de les pardonner. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Mon atelier n'est pas simplement une pièce, c'est une extension de mon âme. Un laboratoire silencieux niché au dernier étage d'un immeuble haussmannien du Marais, où les bruits de Paris s'évanouissent pour laisser place au murmure des essences. C'est ici que je vis vraiment, penché sur des balances de précision, jonglant avec des centaines de flacons qui contiennent des mondes entiers. Je suis une née. Mon métier, ma passion, est de traduire des émotions en molécules, de capturer des souvenirs dans un sillage. Notre relation avec Antoine, je la croyais comme l'une de mes créations les plus réussies. Un équilibre parfait. Il était l'artiste, le peintre charismatique et passionné, plein de fougue et de grands rêves. J'étais la scientifique, la créatrice méticuleuse, plus ancrée dans la réalité. Il était les notes de tête, vibrantes et séduisantes, j'étais les notes de fond, celles qui donnent la structure et la longévité. Ensemble, nous formions un parfum complexe, un accord que je pensais unique et durable. Je me souviens d'un soir d'été sur les quais de Seine, il avait posé sa tête sur mes genoux et m'avait dit « Tu es mon port d'attache, Élodie. Sans toi, je ne suis qu'une esquisse. » J'avais cru à cette belle image, à ce besoin qu'il avait de moi. Je finançais ses toiles, son atelier, je croyais en son talent plus que lui-même. Ce soir-là, je travaillais sur « Ombre Noire », le projet le plus ambitieux de ma carrière pour la Maison du Bois. Un oriental moderne, construit autour d'une résine rare de Somalie. C'est un parfum exigeant, qui demande une concentration absolue. Quand Antoine est rentré, vers minuit, son énergie a perturbé l'harmonie de la pièce. Il revenait d'un vernissage, encore un, toujours essentiel, toujours stérile en termes de vente. Il s'est approché, m'a enlacé par derrière alors que j'étais assise. Son odeur familière de vétiver boisé, ma création pour lui, m'a enveloppée. Mais mon nez, cet instrument impitoyable et infaillible, a immédiatement décelé une anomalie. Une note étrangère, une dissonance stridente dans notre symphonie. Une vanille synthétique, tenace et vulgaire, le genre d'arôme bas de gamme qu'on associe aux parfums d'ambiance pour voiture. Et pire, bien pire, sous cette couche criarde, j'ai perçu la signature spectrale de mon « Ombre Noire ». Mon prototype secret. Celui que je portais parfois seul, pour l'étudier. Mon cœur a cessé de battre pendant une seconde. C'était chimiquement impossible. Une contamination. Comment ? Je me suis retournée, je l'ai regardé. Il souriait, mais ses yeux étaient fuyants. Je n'ai rien dit. Le doute, ce poison lent, venait d'être instillé. Quelques jours plus tard, la fiole de poison a éclaté. Je devais être à Lyon, mais une grève surprise des contrôleurs aériens avait annulé mon vol. J'ai sauté dans le premier TGV, ravi à l'idée de passer une soirée imprévue avec Antoine. Je suis arrivée à notre appartement peu après minuit. J'ai franchi la porte en silence, voulant lui faire une surprise. Dans la pénombre du couloir, j'ai senti une présence avant de la voir. L'air était lourd, saturé de cette même odeur de vanille cheap. Puis j'ai entendu un bruit dans le salon. La clé a tourné dans la serrure. La porte s'est ouverte. Antoine. Il est entré, a allumé la petite lampe du vestibule et s'est retourné pour refermer. C'est là qu'il m'a vu, debout, immobile, une ombre près de la bibliothèque. Son corps entier s'est raidi. La couleur a quitté son visage, le laissant pâle comme un linge sous la lumière jaune. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Le silence était absolu, assourdissant. C'est alors que la voix de femme a déchiré le silence. Une voix basse et sensuelle, venant de l'autre côté de la porte qu'il venait de refermer. « Mon amour, tu ne viens pas ? » ?»« C'est qui ?» La porte s'est entr'ouverte de nouveau. Une femme brune est apparue, son visage exprimant l'impatience, puis la confusion, et enfin le choc en me voyant. Antoine a finalement retrouvé sa voix, mais elle était étranglée, méconnaissable. « Élodie !» « Mon Dieu !
Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est une collègue, L'excuse était si absurde, si insultante dans sa faiblesse, qu'elle a court-circuité ma peine. Je ne ressentais plus de chagrin. Juste un froid polaire. J'ai regardé Antoine, puis la femme, et j'ai compris. L'odeur. La trahison. Mon ambre noir profané. Tout était lié. Je n'ai pas crié. Ma formation m'avait appris le contrôle. J'ai fait un pas en avant, et j'ai dit, d'une voix si neutre qu'elle en était terrifiante, dehors. Antoine a reculé comme si je l'avais frappé. Il a attrapé le bras de la femme et ils ont disparu dans la nuit, laissant derrière eux la porte ouverte et l'odeur persistante de leurs mensonges. J'étais seule, dans mon sanctuaire violet, avec une seule certitude, la paix était terminée. La guerre ne faisait que commencer. Une fois la porte refermée, le silence est revenu, mais il était différent. Ce n'était plus un silence de paix, mais un silence lourd de décombres. Je suis restée debout au milieu du salon pendant un temps qui m'a semblé une éternité. Les vagues de l'émotion, le choc, la douleur, l'humiliation déferlaient en moi, menaçant de rompre la digue de mon sang-froid. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé les lumières de Paris, floues à travers les larmes que je refusais de laisser couler. Pleurer, c'était capituler. Mon esprit, ce muscle entraîné à l'analyse et à la déconstruction, a pris le relais. J'ai commencé à disséquer la situation comme je l'aurais fait d'une formule complexe. Le problème n'était pas l'infidélité. L'infidélité était un symptôme. La véritable maladie était la présence de mon ombre noire dans cette équation sordide. C'était le point de connexion, la note aberrante qui révélait que l'intrigue était bien plus profonde. Vers 4 heures du matin, je me suis assise à mon bureau, non pas celui de l'atelier, mais mon bureau personnel, et j'ai ouvert un carnet vierge. À la première page, j'ai écrit « Projet Vengeance ». En dessous, j'ai listé les faits connus, les inconnus, les objectifs. Je n'étais plus une femme le cœur brisé, j'étais une stratège planifiant sa prochaine campagne. Le premier appel, dès que l'aube a pointé, a été pour Sophie. En entendant ma voix, elle a tout de suite compris. « Élodie ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as une voix. » « Il me trompe, Sophie. » Mais c'est pire que ça. Je pense qu'il vole mon travail. Je lui ai tout raconté, sans fioriture, avec la précision d'un rapport de laboratoire. Je lui ai parlé de la vanille et de l'ambre noire. « Ce salaud », a-t-elle murmuré. Puis, sa voix s'est durcie. « D'accord. Premier réflexe, tu pleures, tu te mets en colère, tu lui pardonnes peut-être. C'est ce qu'il attend. Une réaction émotionnelle est une réaction gérable pour un manipulateur. On ne va pas lui donner ça. Que dois-je faire, alors ? Rien. Absolument rien. Tu deviens un miroir. Tu es sous le choc, tu es dévasté, tu ne sais pas quoi faire. Tu es un point d'interrogation. L'incertitude le rendra nerveux, et les gens nerveux font des erreurs. Pendant ce temps, nous, on devient des chasseurs. Il nous faut des preuves solides, Élodie. Irréfutables. On ne peut pas aller en guerre avec juste une odeur. Son conseil a agi comme un ancrage. Elle avait raison. Je devais devenir une actrice dans ma propre vie. Quand Antoine est revenu le lendemain, il ressemblait à un chien battu. Il a rampé, littéralement. Il a pleuré, il a supplié. Il a avoué une erreur stupide, un moment de faiblesse. Il a juré que cette femme ne signifiait rien. Il n'a, bien sûr, jamais mentionné mon parfum. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je l'ai vu tel qu'il était, faible, malhonnête, et un piètre acteur. Je me suis forcée à jouer mon rôle. J'ai laissé des larmes silencieuses couler sur mes joues. J'ai hoché la tête. J'ai murmuré que j'étais trop blessée pour parler, que j'avais besoin de temps. Chaque jour qui a suivi a été une performance. Je le laissais me toucher et je devais réprimer un frisson de dégoût. Je l'écoutais me promettre la lune en sachant qu'il m'avait poignardé dans le dos. Je suis devenue une experte du silence. Un silence qui n'était pas un vide, mais un espace que je remplissais de mes plans. J'analysais chacun de ses gestes, chaque inflexion de sa voix. Je notais ses appels téléphoniques discrets, ses messages qu'il effaçait rapidement.
Il pensait être en train de réparer les dégâts, de reconquérir la femme qu'il avait blessée. Il ne réalisait pas que cette femme était déjà morte et que celle qui lui faisait face était son juge, son jury, bientôt, son bourreau. Il était devenu l'objet de mon étude la plus approfondie. Le plan nécessitait du temps et de l'espace, deux choses que la cohabitation avec Antoine rendait impossible. Je devais m'éloigner, non seulement pour échapper à sa présence suffocante, mais aussi pour lui donner la corde avec laquelle il allait se pendre. L'idée de grâce s'est imposée comme une évidence stratégique. C'était mon terrain, mon alibi. J'ai attendu le bon moment. Une semaine après la confrontation, alors qu'il redoublait d'efforts pour être le fiancé parfait, je lui ai annoncé la nouvelle avec une voix brisée, soigneusement travaillée. Je ne peux plus rester ici pour le moment, Antoine. L'appartement est plein de mauvais souvenirs. J'ai fait une pause, le laissant remplir le silence de sa propre culpabilité. Monsieur Dubois a été très compréhensif. Il me finance une retraite créative à Grasse, dans la villa de la maison. Pour que je puisse me concentrer, travailler, et réfléchir à nous. Le mot « nous » était là pas. Je lui donnais l'espoir d'une possible réconciliation, conditionnée à cette séparation temporaire. Dans son regard, j'ai vu passer une fraction de seconde de pur soulagement, qu'il a immédiatement masqué par une expression de tristesse affectée. Bien sûr, mon amour. Prends tout le temps qu'il te faudra. Je t'attendrai. Il était tombé dans le panneau. La phase de préparation s'est accélérée. D'abord, l'équipement. J'ai passé des heures en ligne, à comparer des micro-caméras, cherchant les modèles les plus discrets, avec la meilleure autonomie et une connexion à distance fiable. J'ai opté pour 3 dispositifs différents. Le processus de les installer moi-même a été une épreuve de nerfs. Une nuit, alors qu'Antoine dormait profondément, je me suis levée. Le cœur battant, je me suis déplacée dans notre appartement comme une voleuse. J'ai intégré une caméra dans le feuillage dense d'un ficus dans le salon. Une autre, de la taille d'un bouton, a été insérée dans la tranche d'un vieux livre d'art sur une étagère, offrant une vue parfaite sur la porte d'entrée et le couloir. La troisième, la plus cruciale, a trouvé sa place dans un pot en terre cuite contenant des herbes aromatiques séchées dans mon atelier, avec un angle de vue direct sur mon bureau. Chaque geste était précis, silencieux, chargé d'une tension glaciale. Ensuite, la cybersécurité. J'ai organisé une rencontre avec Marc dans un café anonyme du 11e arrondissement. Loin des bureaux de la Maison Dubois. Je ne pouvais pas prendre le risque que quelqu'un nous voie. Je lui ai expliqué une version plausible de l'histoire, je craignais une tentative d'espionnage de la part d'un concurrent et je voulais m'assurer que mon réseau domestique, où je stockais des données sensibles, était sécurisé. Je lui ai demandé s'il pouvait faire un audit. Marc, avec son t-shirt Ramon et son regard perçant, a écouté attentivement. Il n'était pas dupe. Il a probablement deviné que l'histoire était plus personnelle, mais il n'a posé aucune question. Il y avait chez lui une sorte de joie anarchique à l'idée de déjouer les plans des requins. Une attaque en cours ? Ça, c'est plus marrant qu'un test de pénétration standard, a-t-il dit avec un sourire en coin. Donne-moi 1 heure d'accès à ton réseau ce soir. Je vais te construire une forteresse numérique et te laisser les clés de la tour de guet. Personne ne saura que je suis passé par là. Ce soir-là, il a tenu sa promesse. J'avais un tableau de bord sécurisé, accessible depuis n'importe, me donnant le contrôle total sur les caméras et une surveillance de l'activité réseau. La touche finale fut une conversation avec Madame Girard, la concierge. Le matin de mon départ, en descendant mes bagages, je lui ai confié d'un air abattu, « Je pars me reposer un peu, Madame Girard. L'air de Paris est un peu lourd en ce moment. » Elle m'a gratifié d'un regard plein de sous-entendus. « Vous avez bien raison, ma petite dame. Et ne vous en faites pas pour monsieur. La jeune femme brune qui ne salue jamais, elle saura bien l'occuper. Elle est encore passée hier, quand vous étiez au travail. » Je l'ai remercié d'un hochement de tête, mon visage une toile de tristesse convenue. À l'intérieur, je jubilais. Chaque information, chaque confirmation renforçait ma détermination. Sur le quai de la gare de Lyon, l'adieu d'Antoine fut une pièce de théâtre. Des promesses, des regards larmoyants. J'ai joué mon rôle jusqu'au bout. Mais une fois dans le train, le masque est tombé. J'ai sorti mon ordinateur portable,
j'ai vérifié que les systèmes de surveillance étaient opérationnels. L'opération Grâce ne faisait que commencer. Le rideau allait se lever sur leur trahison, et j'étais la seule à connaître le script. L'air de grâce était une caresse parfumée, un mélange complexe de jasmin, de lavande et de terre humide après la pluie. Installée dans la villa que la maison du bois réservait à ses parfumeurs, j'aurais dû me sentir inspirée, apaisée. Mais mes sens étaient entièrement tournés vers l'écran lumineux de mon ordinateur, une fenêtre glaciale ouverte sur mon appartement parisien. La première notification est arrivée le deuxième soir. Mouvement détecté, salon. Mon souffle s'est coupé. J'ai cliqué. L'image était nette, presque trop réelle. Antoine entrait, il tenait la porte ouverte. Et Chloé est apparue. Elle portait une robe rouge qui semblait crier sa confiance, son arrogance. Elle a balayé la pièce du regard, un regard de propriétaire. Enfin seule, a-t-elle dit en jetant son sac de luxe sur mon canapé en velours. Antoine l'a enlacée, l'a embrassée avec une ferveur qu'il ne me montrait plus depuis des mois. Je me suis forcée à regarder, à absorber chaque détail, à transformer la douleur en carburant. Ils ont ouvert une bouteille de champagne. Mon champagne. Celui que je gardais pour les grandes occasions. Assis l'un contre l'autre, leur voix était claire, le micro de la caméra était d'une sensibilité redoutable. Alors, notre petite sainte est bien partie prier dans sa chapelle à fleurs, a raillé Chloé. En pèlerinage, oui, a répondu Antoine. Elle est partie réfléchir à nous. Elle est si prévisible. Complètement absorbée par son petit monde d'odeurs, elle est aveugle à tout le reste. Tu avais raison, elle n'a aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel. Le mépris dans sa voix était une lame de rasoir. Il ne me voyait pas comme une partenaire, mais comme une ressource, une idiote utile dont la passion ennuyeuse finançait son existence. Chloé a ri, un rire cristallin et cruel. Ne sois pas si dur. Sa passion va nous rendre très riches. Et elle va faire de moi la nouvelle reine de Paris. C'est presque poétique, non? Son travail va enfin servir à quelque chose de grand. Cette conversation était une torture, mais aussi une révélation. Leur mobile n'était pas seulement la cupidité. C'était un désir de pouvoir, et pour Chloé, une jalousie féroce envers mon statut, mon talent. Elle ne voulait pas seulement me voler, elle voulait prendre ma place. Le moment que j'attendais est arrivé. Assez joué, a dit Chloé en se levant. Allons au coffre-fort. L'atelier. La caméra de la bibliothèque les a filmés traversant le couloir. Puis l'image de la troisième caméra, celle de l'atelier, s'est activée. Mon sanctuaire. Mon cœur battait à tout rompre. Chloé est entrée avec l'assurance d'un général inspectant ses troupes. Ses yeux brillaient de convoitise devant mes rangées de flacons, mon matériel. C'était une profanation. Il est là, a dit Antoine en désignant le bureau. Le nouveau carnet. Elle y a travaillé toute la semaine dernière. Elle dit que c'est une révolution. Chloé s'est penchée sur le carnet, l'a ouvert avec des doigts avides. Elle a sorti son téléphone. L'objectif a scanné méthodiquement chaque page, les formules, les pourcentages, mes notes manuscrites, mes diagrammes moléculaires. Antoine se tenait derrière elle, l'éclairant avec la lampe de son propre téléphone pour s'assurer que chaque détail soit parfaitement lisible. C'était une collaboration efficace et répugnante. C'est incroyable, a murmuré Chloé, fascinée. La structure est brillante. Elle est douée, la salope. C'est dommage qu'elle soit si naïve. Elle s'est tournée vers Antoine. Bernard va adorer. Il va me donner une promotion avant la fin du mois. Et toi, mon chéri, tu pourras enfin dire adieu à tes créanciers. On va s'acheter une galerie. Ta propre galerie. Tu n'auras plus jamais besoin de dépendre d'elle. Fini de jouer les artistes maudits et entretenus, a dit Antoine avec un sourire amer. J'aime le son de ça. Ils sont restés encore 1 heure, buvant le reste du champagne, parlant de leur avenir radieux bâti sur mes ruines. Chaque mot était une pièce à conviction supplémentaire. J'ai tout enregistré. J'ai fait des captures d'écran des moments clés. Quand ils ont finalement quitté l'appartement, main dans la main, j'ai coupé le flux vidéo. Je suis restée prostrée devant l'écran noir pendant un long moment.
La femme blessée en moi voulait hurler. Mais la stratège avait pris le dessus. J'avais les preuves. Des preuves accablantes. Le théâtre des ombres m'avait donné tout ce que je voulais. La phase d'observation était terminée. La phase de l'attaque pouvait commencer. Et elle serait impitoyable. Le soleil de grâce, d'ordinaire si bienveillant, semblait maintenant projeter des ombres longues et inquiétantes. J'avais passé la nuit à disséquer les enregistrements, à isoler les clips les plus accablants, à organiser mon arsenal de preuves numériques. La phase passive de mon plan était terminée, la phase active, bien plus dangereuse, allait commencer. Il me fallait maintenant comprendre l'ennemi dans toute sa complexité. Mon premier geste fut d'envoyer les fichiers cryptés à Sophie. Mon message était laconique, nous les tenons. Non, Chloé Renoir. Employé chez Ravel et compagnie. Lance l'enquête approfondie. Pendant que Sophie activait ses contacts, je me suis concentré sur la source inattendue qui s'était manifestée, Isabelle. En utilisant la messagerie sécurisée que Marc avait mise en place, je lui ai proposé une rencontre. La prudence était de mise. Nous avons convenu d'un lieu neutre, un petit salon de thé discret à Mouansartou, un village voisin. Je l'ai reconnue immédiatement à sa description. Une jeune femme au regard intelligent, mais voilée par une certaine amertume. Elle était nerveuse, ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse de thé. « Merci d'être venue », ai-je commencé. « C'est moi qui vous remercie de m'avoir cru », a-t-elle répondu. Quand j'ai vu la campagne de recrutement agressive de Ravel et que j'ai entendu des rumeurs sur une « cible » chez Dubois, j'ai tout de suite pensé à vous. Chloé a toujours été obsédée par votre succès. Je l'ai encouragée à parler. Elle m'a raconté son histoire. 2 ans plus tôt, alors qu'elle était l'assistante de Chloé, elle avait développé un accord original autour de la figue et du sel. Une idée prometteuse. Chloé l'avait d'abord ridiculisée, puis s'était approprié la formule, l'avait modifiée légèrement et l'avait présentée à la direction comme sa propre création. Ce fut le premier succès qui l'a mis sur la carte. Isabelle, dégoûtée, avait démissionné. Elle n'a aucun honneur, a dit Isabelle, sa voix basse mais chargée de venin. Elle ne crée pas, elle prend. Et Bernard Leclerc, le PDG, ferme les yeux tant qu'elle rapporte de l'argent. C'est leur culture d'entreprise, le résultat à n'importe quel prix. Elle a sorti une clé USB de son sac. J'ai gardé des copies de certains emails de l'époque. Ça montre comment Leclerc la félicitait pour son audace et son instinct de tueuse. Ça pourrait vous être utile pour prouver que ce n'est pas un acte isolé. Cette rencontre était cruciale. J'avais non seulement un témoin, mais aussi des preuves tangibles de la complicité de la direction de Ravel. L'affaire prenait une nouvelle dimension. De retour à la villa, un email de Sophie m'attendait. Le rapport du détective privé. C'était encore plus sordide que je ne l'avais imaginé. Antoine ne se contentait pas de jouer. Il était accro. Le rapport détaillait ses visites quasi quotidiennes dans un cercle de jeux clandestins, le Carreda, situé dans les sous-sols d'un hôtel particulier près du parc Monceau. Un lieu connu pour ses mises élevées et ses méthodes de recouvrement expéditives. La dette d'Antoine s'élevait à plus de 300 000 €. Le détective avait même joint une photo, prise à la dérobée, le montrant à une table de poker, le visage en sueur, le regard désespéré. Le rapport mentionnait également le nom du propriétaire du cercle, un certain monsieur Dimitri, un personnage à la réputation sulfureuse. Antoine était piégé. Il ne s'agissait pas de financer un train de vie d'artiste, mais de sauver sa peau. Sa trahison n'était pas un choix, c'était une nécessité dictée par la peur. Cela ne le rendait pas moins coupable, mais cela le rendait encore plus pathétique. J'avais maintenant une cartographie complète. D'un côté, un empire concurrent, Ravel et compagnie, dirigé par un PDG amoral et incarné par une rivale prédatrice. De l'autre, un fiancé transformé en marionnette par ses propres démons. Ils formaient une alliance contre nature, cimentée par la cupidité et le désespoir. Je sentais le pouvoir que me conféraient ces informations. Le pouvoir de tout exposer, de tout détruire. Mais une destruction brute n'était pas mon style. Mon art, la parfumerie, est une question de dosage, d'équilibre, de timing. Ma vengeance le serait aussi. Elle ne serait pas une explosion, mais une réaction en chaîne, lente,
contrôlée, et absolument dévastatrice. Le retour à Paris fut étrange. Je marchais dans les rues de ma propre ville, mais je me sentais comme une espionne en territoire ennemi. Mon appartement était un théâtre où je devais jouer le rôle de la femme qui se remet doucement d'une blessure, laissant entrevoir une lueur de pardon possible. C'était épuisant, mais nécessaire. La proie ne devait pas savoir que le chasseur était rentré. Ma confrontation la plus importante n'était pas avec Antoine, mais avec Charles Dubois. J'avais besoin de son approbation, de sa bénédiction, et plus important encore, de ses ressources. J'ai sollicité une audience. Son bureau au sommet de l'immeuble de la place Vendôme était un havre de boiseries sombres, de cuir ancien et de silence feutré. C'était la salle du trône. Je ne suis pas venu les mains vides. J'ai préparé une présentation, comme pour un lancement de produit. Claire, concise, factuelle. J'ai posé une tablette sur l'immense bureau. Monsieur Dubois, nous sommes la cible d'un acte d'espionnage industriel d'une rare agressivité. Et j'ai un plan pour y répondre. Son regard, habituellement paternel, s'est aiguisé. Il a écouté sans dire un mot pendant que je déroulais l'épreuve. J'ai commencé par la vidéo de Chloé et Antoine dans mon atelier. Son visage s'est durci, ses doigts se sont crispés sur les bras de son fauteuil. J'ai poursuivi avec le profil de Chloé Renoir, son rôle chez Ravel et compagnie. J'ai terminé avec les emails fournis par Isabelle, prouvant l'implication tacite de Bernard Leclerc. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux, le regard perdu vers les toits de Paris. Ils ont osé, a-t-il finalement murmuré, plus pour lui-même que pour moi. Ils ont osé profaner notre création. Il s'est tourné vers moi, le feu dans les yeux. C'est intolérable. Sophie va immédiatement engager une procédure. Nous allons les traîner dans la boue, nous allons exiger des dommages et intérêts qui les mettront à genoux. C'était la réaction que j'attendais. La réaction d'un roi dont on a attaqué le royaume. Mais ce n'était pas mon plan. Non, ai-je dit, ma voix ferme. Il m'a regardé, surpris. Comment ça, non? Un procès public serait une erreur, ai-je argumenté. Il durerait des années. Il serait une distraction constante. La presse s'emparerait de l'aspect personnel, de l'implication de mon fiancé. Cela nous éclabousserait autant qu'eux. Leclerc se positionnerait en victime d'une employée incontrôlable. À la fin, même si nous gagnons, notre image sera ternie. Nous devons choisir une autre arme. Une arme qu'ils ne verront pas venir. Je lui ai alors exposé le plan éphémère, dans ses moindres détails. La création d'un parfum piège, l'appât, la réaction chimique programmée, l'humiliation publique qui en résulterait. Il m'a écouté, le menton posé sur sa main, son visage de nouveau impénétrable. Quand j'ai terminé, il s'est levé, a fait quelques pas, Élodie. A-t-il commencé, son ton plus mesuré. Je comprends la poésie de votre plan. C'est une vengeance d'artiste. Mais en tant que chef d'entreprise, je vois les risques. Et ils sont immenses. Vous me parlez de créer délibérément un produit défectueux. Si Ravel découvre la supercherie, il pourrait nous retourner l'arme au visage. Espionnage contre sabotage. Ce serait notre parole contre la leur. Vous souvenez-vous de l'affaire Véron contre Sinus il y a 10 ans? Véron a tenté une manœuvre similaire, ils ont été découverts. Leur réputation ne s'en est jamais remise. Il avait raison de soulever ce point. Il testait ma conviction. La situation est différente, monsieur, ai-je rétorqué. Véron a laissé des traces numériques. Mon plan est analogique. La formule sera dans un carnet. Une fois photographié, le carnet disparaît. Il n'y aura aucune preuve de notre intention, seulement le résultat de leur vol. Ils ne pourront jamais prouver que nous les avons piégés. Comment pourraient-ils l'avouer? Nous avons volé une formule, mais, votre honneur, il s'est avéré que c'était un piège. Ils seraient la risée du monde des affaires. Leur cupidité est notre meilleure police d'assurance. Je me suis rapproché de son bureau. C'est plus qu'une vengeance. C'est un message. Un message à toute l'industrie. La maison Dubois n'est pas une belle endormie qu'on peut piller. Nos créations ont une âme, et nous la défendrons avec la dernière férocité. Mon propre discours m'a surprise.
La femme timide avait laissé place à une guerrière. Monsieur Dubois m'a fixé pendant un long moment. Un lent sourire a étiré ses lèvres. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un joueur d'échecs qui voit un coup de maître. Vous avez le feu de votre grand-père, a-t-il dit. Mon grand-père était le fondateur de la maison. Il aurait adoré ce plan. Très bien, mademoiselle Vernet. Vous avez ma bénédiction et mes ressources. Faites ce que vous avez à faire. Et ne faites aucun quartier. J'avais convaincu le roi. Le piège allait pouvoir être fabriqué. La création de l'éphémère fut l'acte le plus étrange et le plus intense de ma vie de parfumeuse. Je suis retournée dans la solitude protectrice de la villa de Grasse, non pas pour créer de la beauté, mais pour la pervertir. C'était un acte contre nature, une sorte de messe noire olfactive. Le processus créatif est habituellement guidé par la recherche de l'harmonie, de la stabilité, de la longévité. Cette fois, mon objectif était l'exact opposé, créer une instabilité programmée, une beauté conçue pour se métamorphoser en laideur. J'ai passé la première semaine à construire la façade, le cheval de Troie. Je voulais que l'appât soit irrésistible, d'une évidence commerciale telle que même un comité marketing prudent aurait crié au génie. J'ai sélectionné les matières premières les plus en vogue, les plus chères. Le départ était une explosion de litchi et de pamplemousse rose, des notes juteuses et pétillantes. Le cœur était une pivoine photographique, soutenue par une rose de Damas et une touche de frésia pour la fraîcheur. C'était féminin, moderne, et terriblement séduisant. N'importe quel nez de la concurrence, en voyant une telle formule, aurait immédiatement reconnu un best-seller potentiel. J'ai rempli des pages et des pages du carnet de notes, d'essais, de variations, pour donner l'illusion d'un long et minutieux processus de création. Ensuite, je me suis attaqué au cœur du piège, le mécanisme de destruction. C'était un défi de chimie organique fascinant. Je suis parti d'un ST complexe que j'ai modifié en laboratoire. J'ai conçu une molécule de base à longue chaîne, stable à température ambiante, mais dont les liaisons devenaient fragiles lorsqu'elles étaient exposées à la combinaison de la chaleur corporelle et du pH légèrement acide de la peau. Cette dégradation, que j'ai calculée pour s'amorcer après environ 3 heures, déclencherait une hydrolyse en cascade. L'élégante molécule de base se scinderait en plusieurs composants plus petits. L'un d'eux était un dérivé de thiol, une famille de composés connus pour leurs odeurs désagréables, œufs pourris, choux en décomposition. Un autre était de l'acide butyrique, qui sent le vomi ranci. Le génie de la chose, si j'ose dire, était que la molécule piégée agissait initialement comme un excellent fixateur. Elle exaltait les notes florales et fruitées, donnant au parfum une tenue et un sillage exceptionnels pendant les premières heures. C'était le baiser de Judas. Le parfum séduisait, enchantait, puis, une fois la confiance établie, il trahissait de la manière la plus humiliante qui soit. Pendant que je travaillais, la pression du monde extérieur continuait. Un soir, le visage d'Antoine est apparu sur mon écran lors d'un appel vidéo. Il avait l'air fatigué, les traits tirés. Il me montrait une nouvelle toile, une abstraction confuse et sans âme. Il me disait que je lui manquais, que l'appartement était vide sans moi. C'était une performance pathétique, et je l'écoutais avec une distance clinique. Puis ce fut l'appel de sa mère, Martine. Cette fois, son ton était moins mielleux, plus direct. Élodie, il serait peut-être temps de rentrer maintenant. Cette petite retraite a assez duré. Antoine est au plus mal. Il faut que tu penses à lui. Parfois, j'ai l'impression que tu es un peu égoïste, à t'enfermer dans ton travail comme ça. Tu l'imagines peut-être infidèle, mais es-tu bien sûr de ne pas être un peu paranoïaque? Un homme a besoin d'attention, sinon il va la chercher ailleurs. C'est aussi simple que ça. Le gaslighting. L'inversion de la culpabilité. C'était la dernière goutte. J'ai répondu avec une politesse glaciale, votre opinion est notée, Martine. Bonne soirée. Et j'ai raccroché. Sa tentative de manipulation m'a conforté dans l'idée que ma réponse devait être totale et sans pitié. De retour à Paris, avec le carnet contenant le secret mortel de l'éphémère, j'ai procédé à la mise en scène finale. J'ai laissé le carnet sur mon bureau, comme oublié dans la précipitation. J'y ai ajouté le post-it mentionnant le brevet,
un détail conçu pour créer un sentiment d'urgence chez mes voleurs. Puis, j'ai annoncé à Antoine mon départ pour le week-end chez mes parents. Je lui ai dit que j'étais presque prête à pardonner, que ce week-end serait le dernier moment de réflexion avant de reconstruire notre avenir. Je lui ai donné le baiser le plus faux de ma vie. Il l'a reçu comme une promesse. Le piège était amorcé. La bête allait entrer dans la cage. Le week-end de réflexion chez mes parents fut, en réalité, passé dans un petit hôtel discret de la banlieue parisienne, les yeux rivés sur mon ordinateur. Comme prévu, ils n'ont pas attendu. Moins de 2 heures après mon départ, Chloé était dans l'appartement. L'opération fut rapide, efficace, dénuée de toute la théâtralité de leur première visite. C'était une transaction. Ils ont photographié le carnet, ont bu d'un verre de vin rapide, et sont repartis. La marchandise était livrée. Le silence qui a suivi fut la partie la plus difficile. Je devais maintenir la façade. J'ai continué à jouer la comédie du pardon imminent avec Antoine. Il était soulagé, presque jovial, croyant la crise derrière lui. Pendant ce temps, mon alliée Isabelle me tenait informée de l'effervescence chez Ravel et compagnie. Ils avaient mordu à l'hameçon avec une avidité stupéfiante. Le projet, rebaptisé Audace, était devenu la priorité absolue de l'entreprise. Chloé était traitée en héroïne, Bernard Leclerc exultait. Le lancement, 1 mois plus tard, fut un événement médiatique. Un budget colossal, une campagne publicitaire omniprésente. Audace, oser l'interdit. Des bus entiers étaient recouverts du visage de l'actrice Léa Durand tenant le flacon comme un sceptre. Le succès initial fut fulgurant. Les ventes du premier week-end ont battu tous les records de la maison Ravel. Les critiques spécialisées, trompées par les notes de tête spectaculaires, parlaient d'un « nouveau classique instantané ». J'observais tout cela avec le calme d'un démiurge regardant sa création suivre son cours programmé. La première semaine fut leur triomphe. La deuxième fut le début de leur cauchemar. Tout a commencé par quelques murmures sur les forums de beauté en ligne. Puis, ce fut une marée sur les réseaux sociaux. Le hashtag #AudaceArnaque a explosé. Les témoignages étaient un mélange de fureur et de comédie. Des femmes racontaient leurs rendez-vous amoureux gâchés, leurs entretiens d'embauche sabotés par cette odeur infâme qui se développait au bout de quelques heures. Le spectacle de leur humiliation publique était fascinant. J'ai passé des heures à lire les commentaires, à regarder les vidéos parodiques. C'était ma vengeance par procuration, exécutée par des milliers de voix anonymes. Un célèbre blogueur de mode, connu pour son style acerbe, a publié un article qui a mis le feu aux poudres. Je peux encore en citer des passages de mémoire. Audace n'est pas un parfum, c'est une métaphore de notre époque, une promesse éclatante qui se révèle être une imposture nauséabonde. Ravel et compagnie ne nous a pas vendu un rêve, mais une bombe à retardement olfactive. On nous promet l'audace, on se retrouve avec l'odeur d'une poubelle oubliée au soleil. C'est plus qu'un échec commercial, c'est une faute morale, un mépris total pour la consommatrice. On se demande quel nez a bien pu concevoir une telle horreur. À moins que le but n'ait jamais été de sentir bon, mais simplement de flouer le client assez longtemps pour encaisser le chèque. Cet article a été le tournant. Les médias traditionnels ont repris l'affaire. Ce n'était plus un simple « bad buzz », c'était un scandale industriel. L'effet domino a été impitoyable. Les communiqués de presse sont tombés, froids et tranchants. D'abord, les grands magasins, en raison de la non-conformité du produit avec les standards de qualité attendus, les Galeries Lafayette retirent avec effet immédiat le parfum « Audace » de tous ses points de vente. Les autres ont suivi. Puis ce fut au tour de l'égérie, Léa Durand. Son agent a publié une déclaration cinglante, annonçant la rupture de son contrat pour publicité mensongère et menaçant de poursuites pour atteinte à son image. L'action de Ravel et compagnie s'est effondrée. En une semaine, ils avaient perdu des millions en bourse, et encore plus en crédibilité. L'humiliation était totale, et elle était entièrement de leur fait. Ils avaient acheté le poison, l'avaient mis dans un joli flacon, et l'avaient vendu au monde entier. Mon travail était terminé. Le leur ne faisait que commencer, ils devaient maintenant essayer de survivre à la tempête qu'ils avaient eux-mêmes déchaînée. Le coup de grâce ne pouvait être porté dans l'ombre. Il exigeait un théâtre,
une audience, et un éclairage brutal. Le gala annuel de la Rose d'Or, qui se tenait cette année-là dans les salons opulents de l'Opéra Garnier, était la scène parfaite. C'était le sommet de la vie sociale de l'industrie, un lieu où les réputations se faisaient et se défaisaient sur un murmure. L'orchestration fut d'une précision diabolique. Par l'intermédiaire de M. Dubois, qui siégeait au conseil d'administration de la Fédération de la parfumerie, nous avons arrangé une « médiation d'urgence ». L'invitation officielle, envoyée par la Fédération elle-même, convoquait les directions de Maison Dubois et de Ravel et compagnie à une rencontre confidentielle dans un salon privé, 1 heure avant le début du gala. Le motif, discuter des « implications déontologiques de l'affaire Audace et de son impact sur l'ensemble de la profession ». C'était une convocation qu'ils ne pouvaient ignorer sans admettre leur culpabilité. Bernard Leclerc et sa protégée, Chloé, étaient pris au piège. Ce soir-là, je portais une robe noire signée d'un grand couturier, une seconde peau qui était à la fois une armure et une déclaration. En traversant la foule scintillante au bras de M. Dubois, je sentais tous les regards sur nous. L'affaire Ravel était le sujet de toutes les conversations chuchotées derrière les éventails et les coupes de champagne. Nous sommes entrés dans le salon Pivoine, un boudoir de velours rouge et de dorure. Sophie était déjà là, son tailleur sombre contrastant avec le décor, un dossier posé devant elle. Marc, notre ange gardien numérique, était discrètement installé dans un coin avec un ordinateur portable, se faisant passer pour un assistant technique. Leclerc et Chloé sont entrés quelques minutes plus tard. Leclerc affichait une confiance forcée, le masque d'un homme habitué à naviguer dans les eaux troubles. Chloé, à ses côtés, était pâle, son arrogance habituelle remplacée par une nervosité à peine contenue. Ils s'attendaient à une discussion tendue sur des pourcentages de dédommagement. Ils allaient faire face à un tribunal. Alors qu'ils prenaient place, j'ai dégainé mon téléphone. Un dernier SMS à Antoine. Rejoins-moi au salon Pivoine de l'Opéra. Je sais que tu es là. C'est le moment de tout mettre à plat, devant tout le monde. C'est ta dernière chance. Je savais par le détective qu'il avait obtenu une invitation, espérant sans doute croiser des mécènes potentiels. Il est arrivé quelques minutes plus tard, essoufflé, son nœud papillon légèrement de travers. Son regard a balayé la pièce, passant de moi à Chloé, puis à Leclerc. La panique a commencé à poindre dans ses yeux quand il a compris que ce n'était pas une confrontation amoureuse, mais quelque chose de bien plus grave. Sophie a laissé le silence s'installer, pesant, avant de prendre la parole. Sa voix était posée, sans émotion, celle d'une avocate énonçant des faits. Messieurs, mademoiselle. Nous sommes ici pour clarifier certains points. Monsieur Leclerc, vous prétendez que mademoiselle Renoir est la seule responsable du fiasco « Audace ». Est-ce exact? Absolument, a répondu Leclerc sans hésiter. Une erreur de jugement impardonnable de sa part. Chloé a blêmi, mais n'a rien dit. Et vous, mademoiselle Renoir, a continué Sophie, vous soutenez avoir créé cette formule seule? Oui, a-t-elle menti, le regard fuyant. C'était mon projet. Intéressant, a dit Sophie. Elle a fait un signe discret à Marc. L'écran plat, qui semblait être un simple miroir, s'est allumé. Alors expliquez-nous ceci. La première image est apparue, la vidéo de mon atelier. En haute définition. Le silence dans la pièce était total, seulement brisé par le son de la vidéo. On voyait Chloé, photographiant mes carnets. On entendait la voix d'Antoine, claire comme du cristal, la guidant. On les entendait se moquer de moi. Chloé a poussé un petit cri étranglé. Leclerc s'est affaissé dans son fauteuil comme si on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Antoine était pétrifié, le visage exsangue. Ceci, messieurs, mademoiselle, s'appelle du vol de propriété intellectuelle, de l'espionnage industriel et de la violation de domicile, a énoncé Sophie. Et ça, c'est ce qui suit. L'écran a affiché les transactions bancaires. Le virement de la société écran de Ravel vers le compte d'Antoine. Leclerc a tenté de se défendre. C'est un montage. Je n'ai jamais autorisé. Vous n'avez jamais autorisé cela? Sophie l'a coupé net. Elle a projeté les emails fournis par Isabelle. Les messages de félicitations de Leclerc à Chloé pour son « Audace » des années auparavant. Votre culture d'entreprise de la prédation est bien documentée,
Monsieur Leclerc. C'était fini. Ils étaient démasqués, leurs mensonges exposés sous la lumière crue de l'écran. Leclerc a compris qu'il devait sacrifier une pièce pour sauver son roi. Il s'est tourné vers Chloé, son visage tordu par la fureur. Vous êtes renvoyé. Sur le champ. Ne remettez plus jamais les pieds dans mes bureaux. Antoine, lui, s'est tourné vers moi, un dernier espoir absurde dans les yeux. Élodie, je peux tout expliquer. Je me suis levée, je me suis approchée de lui. Je l'ai regardé, non pas l'homme que j'avais aimé, mais l'inconnu qu'il était devenu. Il n'y a rien à expliquer, Antoine, ai-je dit, ma voix n'étant qu'un murmure. Le silence te va si bien. Puis, avec mon équipe, j'ai tourné les talons et j'ai quitté le salon, les laissant à leur défaite, au milieu des velours rouges qui semblaient soudainement avoir la couleur du sang. Le retour dans la grande salle de bal de l'opéra fut surréaliste. L'orchestre jouait une valse de Strauss, les couples tourbillonnaient sous les lustres de cristal, le champagne coulait à flots. Personne ne se doutait que dans un salon voisin, un empire venait de vaciller et plusieurs vies de basculer. Nous avons repris notre place comme si nous étions simplement allés prendre l'air, nos visages impénétrables. Mais les murs des palaces ont des oreilles. Avant même que le dessert ne soit servi, la nouvelle a commencé à se propager, d'abord comme un frémissement, puis comme une onde de choc. Chloé Renoir a été licenciée. En plein gala. Il paraît qu'il y a une histoire d'espionnage. Le nom de Ravel était sur toutes les lèvres, associé au scandale. Derrière la porte close du salon Pivoine, la scène que j'avais quittée s'est transformée en un pugilat sordide. Je l'ai appris plus tard, par un membre du personnel qui avait tout entendu. Une fois seuls, Chloé et Antoine s'étaient déchirés comme des bêtes sauvages. C'est de ta faute, aurait crié Chloé. Tu étais censé être discret, tu n'es qu'un amateur, un raté. Ma faute, aurait hurlé Antoine en retour. C'est toi et ton ambition démesurée qui nous ont mis dans ce pétrin. Tu m'as utilisé. Tu m'as menti en disant que tout était sous contrôle. Leurs accusations mutuelles se sont terminées par des insultes, jusqu'à ce que la sécurité du gala, alertée par le bruit, n'intervienne pour les séparer et les escorter hors des lieux par des issues différentes. C'était la fin laide et pathétique de leur « grande alliance ». Les conséquences officielles n'ont pas tardé. Le lendemain, nos avocats ont envoyé une lettre à Ravel et compagnie, détaillant nos preuves et nos exigences. Pour éviter un procès public qui aurait exposé au grand jour le rôle de son PDG, Ravel a choisi la capitulation. L'accord confidentiel qui a été signé était d'une sévérité sans précédent dans l'industrie. Les dommages et intérêts se chiffraient en millions, mais la clause la plus importante était non financière. Ravel et compagnie devaient publier une lettre d'excuse publique pour grave manquement à l'éthique professionnelle, sans nous nommer, mais le contexte était évident pour tout le monde. C'était une humiliation suprême. Chloé est devenue une pestiférée. Son nom était grillé. Les chasseurs de tête ne répondaient plus à ses appels. Ses amis dans le milieu la fuyaient. Elle, qui avait rêvé d'être la reine de Paris, était devenue un fantôme. Le sort d'Antoine fut différent, plus intime, mais tout aussi dévastateur. Son père, Jean-Pierre de la Roche, a réagi avec la rigueur d'un patriarche de l'ancien monde. Après avoir reçu le dossier que je lui avais fait parvenir par un intermédiaire, il n'a pas cherché à contacter son fils. Il a agi. Le virement de remboursement sur mon compte n'était que le premier acte. Le second fut une lettre envoyée à Antoine par voie d'huissier, lui notifiant qu'il était déshérité et que l'usage du nom, de la Roche, à des fins professionnelles ou publiques lui était formellement interdit. Il lui coupait non seulement ses ressources financières, mais aussi son identité, son héritage. Antoine s'est retrouvé seul, sans le sou, sans le nom prestigieux qui lui avait ouvert tant de portes, sans la femme qui le soutenait, et sans la maîtresse pour qui il avait tout risqué. Il n'était plus un artiste tourmenté. Il n'était plus rien. J'ai observé cette débâcle de loin, avec une froide satisfaction. J'avais déraciné le mal. J'avais protégé ma maison, mon article. Mais la victoire avait un goût de cendre. J'avais dû devenir aussi impitoyable que ceux que je combattais. En démasquant le monstre chez les autres, j'avais dû affronter celui qui sommeillait en moi. Le contrôle total était une arme puissante, mais c'était aussi une cage dorée. Et j'étais désormais seul à l'intérieur. Un an.
12 mois pour que la poussière retombe et que les nouvelles réalités s'installent, dures comme le granit. Le paysage de la parfumerie parisienne avait changé. La Maison du Bois, loin d'être affaiblie, avait gagné en prestige. L'argent colossal obtenu de Ravel et compagnie fut, sur ma suggestion insistante auprès de Monsieur Dubois, entièrement réinvesti. Nous avons créé la Fondation Ambre, une structure ambitieuse dédiée à la découverte et au financement de jeunes talents indépendants, c'est né de génies qui, sans soutien, n'auraient jamais pu éclore. J'en ai pris la direction, un rôle qui me donnait un pouvoir immense, celui de façonner l'avenir de ma profession. D'une histoire de vol et de trahison, nous avions fait naître un cercle vertueux. C'était ma façon de transformer le poison en antidote. Bernard Leclerc a tenu quelques mois, puis a été discrètement remercié par son conseil d'administration lors d'un remaniement. On ne survit pas à une telle humiliation financière et morale. Quant à Chloé, j'ai eu de ses nouvelles par une connaissance commune. Après des mois de silence, elle avait tenté un retour, essayant de lancer une marque de bougies parfumées en ligne. Le projet a fait faillite en moins de 6 mois. Son nom était une encre qui la tirait vers le fond. Personne ne voulait acheter de l'audace à une tricheuse. Un après-midi d'automne, le hasard m'a conduite au musée d'art contemporain de la Fondation Louis Vuitton. En déambulant dans une salle immense, mon regard a été attiré par un uniforme. Un gardien de sécurité, le dos droit, le regard vide, surveillait une installation vidéo. C'était Antoine. Le choc fut bref, remplacé par une sorte de calme résigné. La justice de l'univers, parfois, est d'une ironie féroce. Lui, qui rêvait que ses toiles soient accrochées au mur des musées, passait ses journées à s'assurer que personne ne touche les œuvres des autres. Il était le spectateur passif de la créativité qu'il n'avait jamais réussi à maîtriser. Nos regards se sont croisés. Il n'y a eu aucune reconnaissance, aucune émotion dans ses yeux. Juste le néant poli d'un homme qui a accepté sa défaite. J'ai continué ma visite. La véritable conclusion de cette histoire s'est jouée quelques semaines plus tard, non pas sous des dorures, mais entre les étals d'un marché biologique du boulevard Raspail. Je choisissais des légumes quand une voix m'a interpellée. Élodie. C'était Martine, la mère d'Antoine. Elle avait vieilli, son assurance bourgeoise était fissurée. Elle m'a regardé avec un mélange de haine et de ressentiment. « J'espère que vous êtes fier de vous », a-t-elle lancé, sa voix tremblante de rage contenue. « Vous l'avez anéanti. Il a tout perdu à cause de vous. » J'ai posé mon panier. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans la moindre trace de la jeune femme intimidée qu'elle avait connue. « Vous vous trompez, Martine, ai-je répondu, ma voix égale et froide. Antoine a tout perdu le jour où il a décidé que sa malhonnêteté valait plus que mon amour et mon travail. Je n'ai fait que lui présenter l'addition. C'est un concept que vous devriez comprendre, vous qui attachez tant d'importance au compte. Elle est restée bouche bée, incapable de répondre. Je lui ai tourné le dos et j'ai continué mes achats. Le dernier fil qui me reliait à mon passé venait d'être coupé. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, qui était maintenant entièrement le mien, j'ai ouvert un flacon venant du laboratoire. C'était le premier échantillon de ma nouvelle création personnelle, celle que j'avais commencé à esquisser après le scandale. Je l'ai vaporisé. Le parfum était audacieux, déroutant. Une note de tête presque métallique de feuilles de chiseau, un cœur de tubéreuse narcotique, et un fond de bois de santal fumé et de cuir. Il ne cherchait pas à plaire. Il existait, simplement, avec une confiance en soi absolue. Son nom, résilience. En le respirant, j'ai compris que la victoire n'était pas dans la chute de mes ennemis. La vraie victoire, c'était ce moment précis. Être seul dans mon sanctuaire, non plus violer mes reconquis, et sentir le parfum non pas de la vengeance, mais de la liberté. Une liberté chèrement acquise, complexe, et un peu dangereuse. Et elle était entièrement à moi.